Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur le stand du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, ici au Salon européen de l'éducation, où je suis ravi d'animer une table ronde sur un sujet passionnant qui est celui de la mobilité enseignante et des carrières internationales au sein de l'éducation nationale. Pour évoquer le sujet, je suis ravi de vous présenter nos trois intervenants. Alors, nous avons ici en présence Bernard Pujol, à ma droite. Vous représentez l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, l'AEFE. Bonjour monsieur. Bonjour. Madame Cécile Bourlier, vous êtes sous-directrice de gestion de la carrière des enseignants à l'ADGRH. Et Madame Fatima Doui, vous êtes chef du bureau des personnels détachés. Bonjour. Bonjour madame. Alors, je vous propose qu'on commence la conversation avec vous, Madame Bourlier. Vous représentez donc la DGRH qui gère la carrière de près de 880 000 enseignants. À noter au passage que l'éducation nationale est le plus grand recruteur de France. Pourquoi est-ce que vous diriez que faire une partie de sa carrière d'enseignant à l'étranger représente une véritable richesse ? Alors, les parcours enseignants peuvent être extrêmement variés et diversifiés. Parmi la richesse des parcours, il y a effectivement l'exercice de fonctions à l'étranger. À l'étranger, les enseignants peuvent enseigner dans des écoles, dans des lycées, partout dans le monde. Nous avons un des plus grands réseaux d'éducation dans le monde. Alors, c'est intéressant parce que, d'abord, on est dans un pays étranger et comme on découvre une richesse, une culture différente, des élèves différents, des modes de recrutement qui sont différents de ces élèves, il y a une très forte attente de leur part et c'est une partie du rayonnement de la France et je pense que pour un enseignant, avoir cette mission-là, c'est une très belle mission, une très noble mission. C'est une richesse parce que c'est évidemment extrêmement intéressant que de rencontrer d'autres pays et de rencontrer d'autres cultures et de vivre dans ces pays, d'être au contact des élèves, des parents de ce pays. Je pense que c'est un des meilleurs moyens de découvrir effectivement ces territoires et par là même c'est une richesse et une richesse professionnelle puisque les attentes sont fortes, évidemment. La réputation des établissements français à l'étranger est extrêmement... extrêmement forte et connue et reconnue. Il faut être à la hauteur de cet enjeu et nos enseignants le sont. Et c'est quelque chose d'important et de riche. Et en préparant cette émission, vous me partagiez également, madame, que le fait de revenir en France après une expérience à l'étranger est aussi enrichissant pour tout le corps d'enseignants en France de manière générale. Le fait de revenir, on revient avec un bagage qu'on peut partager. Bien sûr. La manière d'enseigner à l'étranger, la particularité, le multilinguisme, tout ce qui peut enrichir le parcours d'un enseignant à l'étranger et ensuite réinvesti dans ses fonctions en France. Ils peuvent, alors très souvent, on constate que nos enseignants qui sont partis à l'étranger reviennent porteurs d'initiatives, de projets, notamment, souvent, ils participent ou organisent, quand le projet n'existe pas, au sein de leur établissement, des projets internationaux. Ils s'engagent dans des dispositifs et linguistiques et culturels internationaux, des programmes qui existent, notamment des programmes européens comme le programme EMIL, etc. Donc, ils s'investissent et ils arrivent forts de la richesse de ce qu'ils ont appris et le redonnent aux élèves qui sont en France, sur le territoire national. Un double bénéfice. C'est ça, double bénéfice. Monsieur Pujol, donc vous représentez l'AEFE, l'Agence française des établissements à l'étranger. Quels sont les bénéfices de votre point de vue pour les enseignants de partir à l'étranger et donc naturellement de revenir ? Alors, je pense que tout a été dit et clairement explicité par Madame Bourlier sur ce parcours à l'étranger. Je crois qu'il est important quand même de comprendre que le métier d'un enseignant, qu'il soit en France ou à l'étranger, est le même. Je pense que l'erreur serait de croire que quand on part à l'étranger, on va faire quelque chose de différent. On reste dans l'enseignement et le cœur du métier, c'est le métier d'enseignant. Ça, je pense que c'est fondamental parce qu'on pourrait partir pour de mauvaises raisons à l'étranger. Donc on part et comme vous l'avez dit, on part avec des ambitions, l'envie de découvrir une culture, l'envie de découvrir un pays, mais aussi l'envie de s'investir peut-être différemment dans une école. Alors, peut-être on peut retenir dans ses intérêts, c'est que nous avons un parcours
unique dans nos établissements qui va de la maternelle à la terminale. Et donc tout enseignant, qu'il soit du premier ou du second degré, va être confronté à cette continuité scolaire d'un enfant et il va pouvoir s'intéresser à ce parcours complet. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez différent du parcours français où on est quand même cantonné, cloisonné dans nos différentes écoles, premier degré, second degré. Et je crois que ça, c'est une richesse de notre réseau qui va aussi enrichir le parcours des personnels à l'étranger. Et comme vous l'avez justement dit aussi, le retour, il est important parce que ce retour, il faut réinvestir certaines compétences qui ont été développées. Mais ces compétences développées, elles ont été développées grâce surtout à un public qui est quand même un peu différent et qui nous permet, si vous voulez, d'avoir un acte didactique, un acte pédagogique qui est vraiment centré sur l'enfant parce qu'on a la chance, pour l'instant, de ne pas avoir géré les parasites du tour de l'éducation, c'est-à-dire la discipline, c'est-à-dire les conflits, on en a, mais beaucoup moins. Donc on peut se consacrer totalement à son engagement professionnel, au métier qui est le nôtre, c'est-à-dire à la didactique et à l'enseignement. Je crois que c'est ça aussi qui est au cœur de ces missions à l'étranger. Je vois que Madame Douy acquiesce et trépigne à l'envie de compléter ces éléments d'introduction. Les bénéfices peut-être ou autre point que vous souhaitiez souligner, Madame? Alors justement, pour rebondir, hein, on a parlé d'engagement professionnel. Et alors, il faut aussi... je voudrais juste introduire une chose, c'est qu'il y a aussi dans la richesse une satisfaction personnelle qui est de représenter dans ces réseaux des établissements français à l'étranger le modèle du système éducatif français, alors qui est connu pour son excellence pédagogique, académique, mais pas que. Il faut noter aussi que l'enseignant, il va représenter aussi les valeurs. Donc les valeurs qui sont véhiculées par la France, et je pense aux valeurs de la laïcité, de la tolérance, le modèle inclusif, et tous les systèmes éducatifs à l'étranger ne le partagent pas, ne sont pas forcément alignés sur ces valeurs. Et c'est important que nos enseignants véhiculent ces valeurs, surtout dans un contexte international qu'on connaît. Donc ça aussi, c'est une richesse pour l'enseignant de véhiculer ces valeurs et de représenter ce qui fait la particularité de notre système éducatif. J'imagine que pour un enseignant d'ailleurs, de pouvoir aller dans un pays où ces valeurs ne sont pas forcément représentées dans l'environnement éducatif, remet ces valeurs en perspective. Je pense que pour l'enseignement même, ça doit être assez intéressant comme expérience. Madame Bourlier, vous parliez du réseau, du fait que, comme le disait Madame Douy, qu'il est un réseau d'excellence. Mais en termes de nombre d'établissements, par exemple, comment est-ce qu'on le quantifie, ce réseau? Il est présent dans tous les pays du monde? Alors, dans tous, peut-être pas, mais dans énormément de pays, puisque je vous l'ai dit, c'est le plus gros réseau d'enseignement à l'étranger, c'est la France qui l'anime. Donc, dans tous les pays, non, mais nous avons plus de 9000 enseignants qui sont répartis sur l'ensemble de la planète. Et en ce qui concerne le nombre d'établissements, je vais donner la parole à l'AEFE qui les pilote directement. Alors, nous avons actuellement 567 établissements homologués dans le monde entier sur 136 pays. Et nous scolarisons 390 000 élèves à peu près grâce à 6 000 personnels enseignants détachés qui sont dans le réseau des lycées français à l'étranger. Réseau qui est composé de 3 types d'établissements. Des établissements à gestion directe, ceux qui sont un démembrement de notre maison, de l'agence. Et puis des établissements conventionnés qui ont une particularité, ils sont gérés par des comités de parents d'élèves, des comités de gestion. Donc la gestion doit être partagée. Ça aussi, c'est en termes de culture et d'approche, ça demande aussi pour nos personnels d'encadrement une adaptabilité nouvelle parce qu'on n'est plus dans un système, je dirais, tel qu'on le connaît en France. Et enfin, on a un dernier type d'établissement, nos établissements partenaires. Ces établissements sont totalement des établissements gérés par des privés et ils recrutent eux-mêmes leur personnel. Alors ils peuvent avoir des personnels détachés directs, ils rentrent dans les 3000 personnels en plus que nous avons évoqués. Et donc tout ce réseau, dans le monde entier, fait partie de l'enseignement français à l'étranger. C'est-à-dire au-delà de l'AEFE, c'est bien l'enseignement français à l'étranger que nous représentons. Alors les cas de figure sont assez nombreux en préparant cette émission. Vous m'en avez partagé quelques-uns et je voudrais peut-être revenir sur l'un d'entre eux avec vous, Madame Bourlier. Vous me disiez qu'il y avait des relations étroites entre les entreprises françaises présentes à l'étranger qui nécessitent du coup du personnel, enfin des travailleurs, cadres ou non cadres d'ailleurs, dont les enfants sont susceptibles de suivre un enseignement à l'étranger. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce point ?
Oui, alors parmi les élèves qui rejoignent nos établissements français à l'étranger, il y a des élèves qui sont du pays dans lequel est implanté l'établissement, et puis il y a des élèves français dont les parents sont pour des raisons professionnelles à l'étranger. Et effectivement, quand il y a des grands projets industriels, des projets de construction, des projets d'importance dans lesquels sont implantées de grandes entreprises françaises, là, l'enseignement français à l'étranger prend tout son rôle. Et effectivement, on accompagne cette expansion de nos entreprises françaises en assurant pour les élèves par exemple des ingénieurs quand il y a des grands projets de construction, en assurant un enseignement français, en permettant la continuité de l'enseignement pour ces élèves qui après, quand ils reviennent en France, peuvent reprendre le cursus tout à fait classique. Et le niveau d'excellence de l'enseignement français à l'étranger est un atout pour eux. Bien entendu. Madame Douy, est-ce que vous voulez peut-être revenir sur cette notion d'excellence de l'enseignement et du réseau? Comment est-ce que vous le présentez, cet enseignement d'excellence? Quels sont les mots que vous utilisez pour le qualifier? Alors, je n'utiliserai pas des mots, mais je donnerai des indicateurs chiffrés parce qu'ils sont facilement mesurables. Prenons par exemple l'examen du baccalauréat. Le taux de mention des élèves qui obtiennent une mention à l'issue du baccalauréat dans le réseau de ces établissements, je crois qu'on n'est pas loin de 90%, ou un peu plus de 90%, donc ce qui est largement au-dessus de la moyenne nationale sur le territoire. Donc ça, c'est déjà un indicateur d'excellence. Et puis, je crois que ce qui fait l'excellence aussi, c'est que on a... bon, après, c'est vrai que ça dépend des pays, évidemment, mais globalement, on a des élèves qui ont fréquenté, qui fréquentent ces établissements depuis un certain nombre d'années et donc qui ont effectivement bénéficié de méthodes d'apprentissage qui sont à la fois celles du pays et puis celles du système français. Donc forcément, ça crée une synergie et une plus-value. Et donc ça se ressent effectivement pour la réussite au baccalauréat. Mais aussi, on a beaucoup de ces étudiants qui rejoignent ensuite l'enseignement supérieur français à l'étranger. Il y a aussi, mais M. Pujol en parlera plus, mais je sais qu'il y a des bourses d'excellence. Bourses d'excellence majeure. Voilà, qui permettent effectivement même aux enseignants, aux élèves tiers ou aux élèves du pays de pouvoir venir poursuivre leur cursus universitaire. Pour compléter peut-être ces propos, juste dire que l'excellence pour tous, c'est un mot important, parce que je trouve souvent l'AEFE a été un peu ciblée comme étant une école élitiste. Ce n'est pas une école élitiste. C'est une école où tout le monde a sa place et où tout le monde doit réussir. L'inclusion est au cœur des programmes et du travail qui est fait par nos enseignants sur le terrain. Mais c'est vrai que les conditions de travail sont légèrement différentes. On a un peu moins d'élèves en classe, on a des classes moins chargées, on a des enfants qui sont plus attachés à l'éducation et au système, donc ils ont une appétence pour les études, et à partir de ce moment-là, l'acte d'enseignement, il est facilité. Et donc on peut s'occuper davantage des enfants qui ont des difficultés, même si on a besoin de temps en temps, et souvent de vrais professionnels pour accompagner certains enfants, mais tout cet encadrement-là permet que chacun, petit à petit, trouve son parcours et aille vers la réussite. Et la réussite, c'est vrai qu'aujourd'hui, nos indicateurs, ce sont les examens, donc d'excellents résultats au brevet, d'excellents résultats au baccalauréat, mais aussi des poursuite d'études, parce que je crois que ça aussi c'est important. Dans nos universités françaises, il faut qu'on continue à développer ce travail avec des universités françaises, mais beaucoup aussi avec des universités mondiales. Alors, on connaît le goût pour le Canada, on connaît le goût pour le Royaume-Uni, mais on a beaucoup d'enfants qui veulent poursuivre leurs études dans le pays où ils sont, et ils sont souvent catégoriés comme étant des élèves qui ont un niveau de compétence très développé pour pouvoir réussir ces études à l'étranger. Madame Bourlier, si je suis moi-même enseignant et que je souhaite partir, allez, admettons en Louisiane, puisqu'il y a une grande communauté francophone là-bas, je cible cette destination par le plus grand des hasards. Je peux partir combien de temps? Je serai détaché combien de temps? C'est quoi la formule? Alors, quand on part à l'étranger, le principe, c'est qu'on est détaché 3 ans, renouvelable une fois 6 ans. Au bout de 6 ans, on revient sur le territoire national, justement pour faire bénéficier à l'ensemble des élèves du territoire national des acquis du professeur, des acquis à l'étranger. Et ensuite, on peut repartir. Ce n'est pas limité, on peut repartir. Dès lors qu'on est revenu entre 2 périodes de 6 ans, on peut repartir plusieurs fois. Il faut faire acte de candidature. En ce qui concerne l'AEFE, c'est
l'enseignement français à l'étranger, l'AEFE, sélectionne les candidats. Il y a une procédure de candidature que l'on peut trouver sur éducation.gouv dans la partie mobilité des enseignants. Et là, on a toutes les informations nécessaires pour poser sa candidature et s'inscrire dans ce parcours. Ça donne envie. Sur le plan de la diplomatie, on l'a évoqué un peu en introduction de cet échange, il y a un rôle de représentation. Quand on part à l'étranger, qu'on est détaché, il y a un rôle de représentation. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, le ministère des Affaires étrangères est très impliqué dans cette démarche. C'est le ministère de tutelle de l'AEFE. Voilà, donc il y a un vrai rôle de représentativité. Comment est-ce que les enseignants détachés s'emparent-ils de cet enjeu qui est non négligeable? Y a-t-il une fierté peut-être, ou en tout cas des éléments de base à respecter pour pouvoir faire valoir les particularités de la culture française à l'étranger? Madame Douy. Alors, je vais répondre partiellement et puis je laisserai Bernard Pujol compléter, je pense. Alors, évidemment, il y a une responsabilité. Quand on est un enseignant détaché dans un établissement français à l'étranger, on a cette responsabilité puisqu'on représente d'une certaine manière l'État français. Et c'est la raison pour laquelle dans chaque ambassade, il y a un service qui est dédié aux établissements du pays, qui constitue le réseau et les établissements homologués. Et il a deux vocations principales, ce service. On l'appelle le service de coopération, souvent. Et ben, il est là à la fois pour être à l'écoute des enseignants qui sont détachés, en cas de difficultés ou de problèmes particuliers. Il est à l'écoute des établissements, des personnels de direction. Et puis, il est évidemment à l'écoute du pays si jamais il y a un enseignant qui, effectivement, peut-être n'a pas bien compris ses responsabilités et ses obligations. Mais effectivement, il représente l'État français et à ce titre, il a une responsabilité et effectivement, il doit répondre à certaines obligations et inscrire son action dans un certain cadre en référence et avec le respect qu'il doit au pays et aux usages. Et on respecte certaines valeurs que bien vous sûr. pointiez un peu plus tôt, notamment la laïcité qui est bien ancrée dans le... Voilà, il doit prendre en compte les contingences locales. C'est-à-dire qu'il ne va pas à l'étranger en s'imaginant qu'il pourra exercer son métier de la même façon qu'il l'exerce en France. Bien sûr, sur les valeurs essentielles, oui. N'empêche qu'il est dans un pays hôte et qu'il y a un cadre et des contingences locales. Et on ne peut pas s'extraire totalement de ces contingences. Mais effectivement, il représente l'État et le MEAE par le service des ambassades et des services culturels veille à ce qu'il y ait des relations qui se font dans des bonnes conditions, quoi. Oui, c'est très important parce que c'est au cœur, si vous voulez, de la représentation française, en fait. Les lycées français à l'étranger font partie de la diplomatie d'influence au sein des postes diplomatiques. Donc on a le chef, en fait, le vrai supérieur hiérarchique de nos personnels, quel que soit leur poste dans nos lycées, c'est l'ambassadeur de France. Donc à partir de là, notre posture, si vous voulez, dans le pays, auprès des parents, auprès de notre attitude, elle doit être exemplaire. Donc nous avons un travail que nous expliquons aux enseignants sur notamment le droit de réserve par rapport à la politique du pays dans lequel nous sommes accueillis, parce que nous sommes accueillis pour enseigner, nous devons obtenir un visa de travail, donc il faut respecter les règles du pays d'accueil. Après, dans l'intérieur de notre établissement, nous avons une volonté de service public, c'est-à-dire que nous sommes un établissement scolaire à la française qui respecte certaines règles du pays d'accueil. Par exemple, on a l'influence des langues, par exemple, l'influence aussi dans certains pays de la religion, parce qu'on ne peut pas le nier. Et donc la laïcité est un sujet dans certains pays. Donc nous la travaillons pour tous nos élèves, mais nous respectons aussi le pays dans lequel nous sommes. Et donc ça, c'est un véritable équilibre. Et dans cet équilibre, nos enseignants ont une responsabilité énorme. Quand je dis nos enseignants, ce sont tous les personnels détachés. C'est-à-dire les personnels d'encadrement, en priorité, les personnels formateurs, parce que peut-être c'est important qu'on parle aussi
de cette catégorie de personnel. C'était ma question suivante, monsieur Pujol. Absolument. Allez-y. Donc, parce qu'on parle des enseignants, c'est-à-dire, c'est vrai que l'acte devant l'élève. Mais l'AEFE, depuis maintenant 10 ans, a développé des maîtres formateurs, enfin, oui, on peut appeler des maîtres formateurs dans le second degré. La France, maintenant, fait de même depuis quelques années. Mais nous avons été un peu à l'initiative de ça pour accompagner dans nos établissements des personnels qui ne sont pas titulaires de l'éducation nationale. Et nous avions cette volonté d'aider ces collègues à acquérir, à s'acculturer au système éducatif français et de les accompagner en formation pour qu'ils deviennent des enseignants qui transmettent les valeurs et le système éducatif à la française. Donc nous avons des formateurs dans le premier degré, mais ça on en a en France, des EMFE, des CPAIEN. Nous avons des formateurs dans le second degré maintenant. Et tout ce beau monde, à partir du 1er janvier, va travailler dans ce qu'on appelle un institut régional de formation. Nous aurons 16 instituts régionaux dans le monde. Et dans ces instituts régionaux, ils vont s'assurer de la formation continue de nos personnels, parce que ce n'est pas parce qu'on est à l'étranger que on ne doit pas continuer à se former. Au contraire, on doit continuer à se former. Et ensuite, ils vont s'occuper de la formation des personnels que l'on recrute localement, qui sont souvent bardés de diplômes, mais qui n'ont jamais été face à des enfants. Et notre souci à nous, ça va être de leur donner des éléments de la formation pour qu'ils acquièrent petit à petit des règles d'enseignement, de didactique, et qu'ils soient performants devant les élèves. Ça, c'est au cœur aussi du développement du réseau, parce que ce développement du réseau, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est quand même important, notre président de la République l'a rappelé encore à la conférence des ambassadeurs, nous avons un objectif 2030 qui est affiché, nous devons doubler le nombre d'élèves dans le réseau des lycées français à l'étranger, je vous ai dit 390 000, l'objectif de 2030, il était fixé à 700 000. La crise est passée par là, on espère se rapprocher le plus de ça, mais voilà tous ces enjeux et la formation qui sera développée pour atteindre cette ambition. Madame Bourlier. Je voudrais dire un mot particulièrement à nos enseignants, pour les inciter à aller à faire ces parcours, ces différents parcours d'ailleurs qui sont proposés dans le cadre de leur carrière et notamment un parcours à l'étranger. Tout à l'heure, M. Pujol a parlé du mot accueilli. Ils sont accueillis dans un pays, mais dans le sens plein et entier d'accueillis, c'est-à-dire que nos enseignants y sont attendus. Ils y sont respectés. Ils ont une image très positive à l'étranger. C'est très important de la travailler, de porter cette image-là. Et je pense que c'est une belle mission pour nos enseignants. Et dans ce qu'on vient de dire aussi, parce que ça peut faire peur de partir à l'étranger, on peut se dire « oh là là, mais je serai peut-être tout seul de ma discipline, voilà ». Non, on n'est pas tout seul, on est dans un réseau. Il y a, tout à l'heure, ça a été dit, l'ambassade qui est là. Il y a évidemment les autres personnels de l'établissement. Il y a la formation, comme ça vient d'être décrit. Il y a toujours des structures d'appui, quoi qu'il en soit, l'AEFE, etc. On n'est pas tout seul quand on part enseignant à l'étranger, et ça me paraît important de le dire parce que pour des gens qui n'ont jamais entrepris cette démarche, ça peut être un peu impressionnant. On se dit mais comment ça se passe? Et puis si je pose ma candidature, est-ce qu'on va m'envoyer dans n'importe quel pays? Non, on candidate sur un pays précisément. Et ça, il faut le dire. On est entouré dans ce pays. On n'est pas seul dans sa discipline. On n'est pas seul au fin fond d'une zone désertique. Pas du tout. Évidemment, les lycées français et les écoles françaises sont dans des zones évidemment qui sont facilement accessibles. Enfin, voilà, tout ça, c'est important pour susciter des vocations aussi, de dire, voilà, c'est une belle expérience avec une image très positive de l'enseignement, avec une image très positive de la France qu'on porte, et en même temps, on n'est pas seul, on est encadré, on continue à progresser dans sa carrière pendant ce temps, et quand on revient, on peut investir tout cet apprentissage et tout ce savoir, et puis repartir après ultérieurement vers d'autres aventures d'enseignement dans d'autres pays à l'étranger. Ça rebondit. Et il y a un accompagnement aussi qui est fait, c'est-à-dire que d'un point de vue pratique, les enseignants sont accompagnés. Je pense à des enjeux logistiques peut-être qu'on peut imaginer sur un déménagement, c'est pas toujours très simple, surtout quand on part dans un pays qu'on ne connaît pas, sur des problématiques de garde d'enfants, sur voilà, un certain nombre de choses. Alors peut-être pas la garde d'enfants, je ne sais pas. Là, vous nous posez une colle. Là. Je ne suis pas capable de répondre sur la garde d'enfants. Par contre, sur la première partie de votre question qui concerne la prise en charge de ces personnels, nous avons, depuis 2019, le ministère a changé les règles du détachement, ça a été dit par Mme Bourlier, et c'est très important. C'est-à-dire que nos collègues font
font vraiment un parcours à l'international pendant leur parcours en France. Et nous avons décidé à l'agence de les accompagner pour aller faire ce parcours à l'étranger. Donc, à partir de 2023, de la rentrée prochaine, nous prendrons en charge le billet d'avion pour tous nos collègues qui seront recrutés dans les lycées français à l'étranger, pour le collègue et ses ayants droit, le ou la collègue et ses ayants droit. Nous prendrons en charge aussi une indemnité de changement de résidence. Donc nous allons accompagner ces gens-là parce que la mobilité qui se limite maintenant à 6 ans est totalement différente de ce que nous avons connu et certains collègues sont installés dans des pays depuis des années. Là, on sait qu'on part pour un certain temps. Et pour résoudre des problèmes parfois d'attractivité, parce que c'est pas simple, vous le disiez, de partir loin, il y a aussi des pays qui font peur, certains pays africains, on a des endroits où il y a des crises qui sont récurrentes. Donc les accompagner pour qu'ils puissent partir dans de bonnes conditions, c'est de la responsabilité de la EFE, employeur. Et donc nous mettons en œuvre à partir de la rentrée cet accompagnement pour que là, le collègue, sa famille puisse partir à l'étranger. Les enfants vont pouvoir suivre leur scolarité et donc ils vont pouvoir, pour 3 ou 6 ans, rester dans le pays et ensuite revenir en France pour repartir après encore s'ils le souhaitent. Mais c'est tellement riche quand vous avez cette chance-là. Et si on se place du côté des enfants, la richesse aussi du système éducatif à l'étranger, elle se situe au fait qu'on est dans un contexte qui permet, si vous voulez, l'épanouissement de l'enfant et qui permet aussi, ça a été dit tout à l'heure, alors on a parlé de multilinguisme, je ne vais pas aller jusque-là, mais on va dire qu'un plurilinguisme dans tous nos établissements, au-delà du bilinguisme dont on parlait depuis le début, nous, ça fait quelques années qu'on a quitté ça, nos élèves dans nos établissements maîtrisent en partant, ils ne sont pas bilingues, mais ils maîtrisent 3 voire 4 langues quand ils quittent un parcours qu'ils ont initié dès le plus jeune âge jusqu'au baccalauréat. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est tellement enrichissant pour un enfant, tellement enrichissant pour son développement et pour son futur. Donc ça, c'est au cœur aussi du parcours à l'agence. Je pense que vous avez donné envie à plus d'un enseignant de se porter candidat pour une aventure professionnelle à l'étranger. Les modalités de candidature, le calendrier, quel est-il en quelques mots ? Alors, on est en phase de recrutement. Alors, on a 3 types de personnel à l'étranger, rapidement. Les personnels d'encadrement et les personnels formateurs. Ça, c'est un recrutement fait par la EFE en compagnie de nos collègues du ministère, puisque nous travaillons ensemble sur le recrutement et ensuite, c'est le ministère qui nous donne les détachements pour les collègues. Et enfin, donc là, les postes ont été publiés. La sélection des dossiers est en train de se faire. Il y aura des entretiens et on va sélectionner les personnels pour partir à l'étranger. Et pour les personnels enseignants, les personnels détachés enseignants, nous allons publier les postes qui vont être vacants ou susceptibles d'être vacants au mois de décembre. Et c'est localement qu'ils vont être recrutés dans le pays dans lequel ils sont, dans lequel ils souhaitent aller. Et ils vont être recrutés, nous allons valider ces recrutements et le ministère accordera ou n'accordera pas en fonction de la tension de certaines académies, certains départements, les détachements pour permettre à ces collègues-là d'avoir un contrat et de partir à l'étranger. Donc ce process, il est assez long, mais c'est un travail vraiment de partenariat, c'est vraiment une collaboration totale entre la DGRH du ministère et la EFE qui permet l'accompagnement de ces enseignants sur ce parcours à l'étranger. Et je crois qu'on a développé une proximité et une qualité de travail auprès de ses collègues qui nous permet aujourd'hui vraiment de les accompagner réellement dans le parcours et dans le retour. On est en progrès, je pense qu'on va y travailler dans les années qui arrivent. Là. Une petite précision sur le retour, effectivement, quand les enseignants reviennent de l'étranger et qu'ils réintègrent leur académie d'origine, ils sont reçus un à un au rectorat pour effectivement avoir un retour sur leur expérience et pour essayer de leur proposer des postes et les accompagner au mieux en fonction de ce qu'ils ont appris, de ce qu'ils souhaitent faire pour que cette expérience se prenne pleinement corps dans leur parcours. Merci beaucoup à tous les 3 pour ces riches explications extrêmement complètes. On sent effectivement une vraie courroie de transmission entre les organismes que vous représentez respectivement. J'espère que ce débat a été éclairant pour toutes celles et ceux qui souhaitent d'aventure développer une activité, une expérience professionnelle dans l'enseignement à l'étranger. Merci. Merci. Merci.